Une première question se pose. Cette évolution est-elle terminée? Avons-nous atteint enfin la rigueur absolue? À chaque stade de l'évolution, nos pères croyaient aussi l'avoir atteinte. S'ils se trompaient, ne nous trompons-nous pas comme eux? Nous croyons dans nos raisonnements ne plus faire appel à l'intuition. Les philosophes nous diront que c'est là une illusion. La logique toute pure ne nous mènerait jamais qu'à des tautologies. Elle ne pourrait créer du nouveau. Ce n'est pas d'elle toute seule qu'aucune science peut sortir. Ces philosophes ont raison, dans un sens. Pour faire l'arithmétique, comme pour faire la géométrie, ou pour faire une science quelconque, il faut autre chose que la logique pure. Cette autre chose, nous n'avons pour la désigner d'autre mot que celui d'intuition. Mais combien d'idées différentes se cachent sous ces mêmes mots? Comparons ces 4 axiomes. 1. Deux quantités égales à une troisième sont égales entre elles. 2. Si un théorème est vrai du nombre 1, et si l'on démontre qu'il est vrai de n plus 1, pourvu qu'il le soit de n, il sera vrai de tous les nombres entiers. 3. Si sur une droite, le point C est entre A et B, et le point D entre A et C, le point D sera entre A et B. 4. Par un point, on ne peut mener qu'une parallèle à une droite. Tous 4 doivent être attribués à l'intuition. Et cependant, le premier est l'énoncé d'une des règles de la logique formelle, le second est un véritable jugement synthétique a priori, c'est le fondement de l'induction mathématique rigoureuse, le troisième est un appel à l'imagination, le quatrième est une définition déguisée. L'intuition n'est pas forcément fondée sur le témoignage des sens. Les sens deviendraient bientôt impuissants. Nous ne pouvons, par exemple, nous représenter le kilogone, et cependant, nous raisonnons par intuition sur les polygones en général, qui comprennent le kilogone comme cas particulier. Nous avons donc plusieurs sortes d'intuition. D'abord, l'appel au sens et à l'imagination. Ensuite, la généralisation par induction, calquée, pour ainsi dire, sur les procédés des sciences expérimentales. Nous avons enfin l'intuition du nombre pur, celle d'où est sorti le second des axiomes que j'énonçais tout à l'heure, et qui peut engendrer le véritable raisonnement mathématique. Les deux premières ne peuvent nous donner la certitude, je l'ai montré plus haut par des exemples. Mais qui doutera sérieusement de la troisième? Qui doutera de l'arithmétique? Or, dans l'analyse d'aujourd'hui, quand on veut se donner la peine d'être rigoureux, il n'y a plus que des syllogismes ou des appels à cette intuition du nombre pur, la seule qui ne puisse nous tromper. On peut dire qu'aujourd'hui, la rigueur absolue est atteinte. Les philosophes font encore une autre objection. Ce que vous gagnez en rigueur, disent-ils, vous le perdez en objectivité. Vous ne pouvez vous élever vers votre idéal logique qu'en coupant les liens qui vous rattachent à la réalité. Votre science est impeccable, mais elle ne peut le rester qu'en s'enfermant dans une tour d'ivoire et en s'interdisant tout rapport avec le monde extérieur. Il faudra bien qu'elle en sorte, dès qu'elle voudra tenter la moindre application. Je veux démontrer, par exemple, que telle propriété appartient à tel objet, dont la notion me semble d'abord indéfinissable, parce qu'elle est intuitive. J'échoue, d'abord, ou je dois me contenter de démonstrations par à peu près. Je me décide, enfin, à donner à mon objet une définition précise, ce qui me permet d'établir cette propriété d'une manière irréprochable. Et après, disent les philosophes, il reste encore à montrer que l'objet qui répond à cette définition est bien le même que l'intuition vous a fait connaître. Ou bien encore, que tel objet réel et concret, dont vous croyez reconnaître immédiatement la conformité avec votre idée intuitive, répond bien à votre définition nouvelle. C'est alors seulement que vous pourrez affirmer qu'il jouit de la propriété en question. Vous n'avez fait que déplacer la difficulté. Cela n'est pas exact. On n'a pas déplacé la difficulté, on l'a divisée. La proposition qu'il s'agissait d'établir se composait en réalité de deux vérités différentes, mais que l'on n'avait pas distinguées tout d'abord. La première était une vérité mathématique, et elle est maintenant rigoureusement établie. La seconde était une vérité expérimentale.
L'expérience seule peut nous apprendre que tel objet réel et concret répond ou ne répond pas à telle définition abstraite. Cette seconde vérité n'est pas démontrée mathématiquement, mais elle ne peut pas l'être, pas plus que ne peuvent l'être les lois empiriques des sciences physiques et naturelles. Il serait déraisonnable de demander davantage. Eh bien, n'est-ce pas un grand progrès d'avoir distingué ce qu'on avait longtemps confondu à tort ? Est-ce à dire qu'il n'y a rien à retenir de cette objection des philosophes ? Ce n'est pas cela que je veux dire. En devenant rigoureuse, la science mathématique prend un caractère artificiel qui frappera tout le monde. Elle oublie ses origines historiques. On voit comment les questions peuvent se résoudre, mais on ne voit plus comment et pourquoi elles se posent. Cela nous montre que la logique ne suffit pas, que la science de la démonstration n'est pas la science tout entière, et que l'intuition doit conserver son rôle comme complément, j'allais dire comme contrepoids, ou comme contrepoison de la logique. J'ai déjà eu l'occasion d'insister sur la place que doit garder l'intuition dans l'enseignement des sciences mathématiques. Sans elle, les jeunes esprits ne sauraient s'initier à l'intelligence des mathématiques. Ils n'apprendraient pas à les aimer et n'y verraient qu'une vaine logomachie. Sans elle, surtout, ils ne deviendraient jamais capables de les appliquer.